Bonjour et bienvenue dans ces cours de Wicca, chapitre 1, leçon 3. Aujourd'hui, nous allons voir les outils, les vêtements, les noms de sorcières. Donc, exceptionnellement, dans cette vidéo, ce sera beaucoup de narration et je parlerai avec des images, puisque je ne savais pas comment régler cela pour que vous sachiez que chaque outil qui sera sélectionné et décrit soit bien décrit dans la bonne forme et que vous puissiez avoir un visuel plus facilement. Donc, nous allons commencer ainsi. Tout le monde sait que dans la Wicca, il y a obligatoirement des outils à avoir. On appelle ça des outils de travail ou des outils de Wicca. Enfin, en anglais, on appelle ça Wicca Tools. Les outils de travail, en fait, sont différents d'une tradition à une autre. Par exemple, pour la Wicca gardénienne, il y a 8 outils magiques principaux qui sont utilisés pour les envoûtements et les sorts et pour les rituels. Ces outils sont l'atamé, donc un couteau à manche noire et double tranchant, l'épée, la baguette, l'escourge, une forme de martinet, le cingulum ou la corde, la boline, le pentacle et le livre des ombres. Dans la tradition Wicca saxonne ou Siax Wicca de Buckland, il y a 3 objets principaux. Le siax, une forme d'atamé, l'épée et la lance. En plus de ces objets principaux, il existe quelques objets secondaires. Donc ces objets secondaires sont le balai, le chaudron, l'encensoir, le calice, la cloche, le grimoire ou le livre des ombres, la nappe d'autel, les représentations des divinités, les robes de cérémonie, etc., etc. Si vous pratiquez en solitaire, vous pouvez décider ce que vous souhaitez avoir comme outil ou pas, même si les outils de base est important. Lorsque vous achetez ou créez vos outils, vous devez alors les nettoyer, les purifier rituellement avant toute utilisation afin d'éliminer les vibrations négatives qui auraient pu charger les objets. Si vous donnez plus de détails, vous en aurez plus de détails lors de la prochaine leçon. Donc, chaque outil aura sa consécration particulière. Pour le moment, nous allons étudier chacun des outils. En attendant d'être consacrés, conservez vos outils dans un linge propre, blanc ou noir. Moi, j'utilise le noir essentiellement. Et rangez-le en toute sécurité jusqu'à ce que vous soyez prêt à le consacrer. Dans un tiroir, un placard, un petit coffre. Donc, c'est à vous de voir et comment vous voyez ça. Le premier outil que nous allons étudier ensemble, c'est l'atamé. C'est l'outil même le plus important dans toutes les traditions wiccanes. Il est vraiment très présent. Ça fait partie de la base de la Wicca même. Donc, chaque sorcière possède un couteau personnel à double tranchant en manche noire. Beaucoup de traditions appellent ce couteau l'atamé. Alors, l'atamé, ça s'écrit A-T-H-A-M-E, mais ça se prononce atamé. Ce nom provient d'un vieux grimoire antique, les clavicules de Salomon, qui nommait le couteau de cérémonie Artamé. Certaines traditions écossaises appellent ce couteau le Yag Dirk. Et la tradition Wicca saxonne ou Siax Wicca l'appelle le siax. Enfin, ça se prononce siax, mais ça s'écrit S-E-A-X. L'atamé est généralement en acier avec une lame en double tranchant. La taille de l'atamé dépend de son porteur. Certains préfèrent avoir un atamé assez long, d'autres choisissent un petit couteau en guise d'atamé. Beaucoup de couvents conseillent d'avoir généralement un atamé avec une lame mesurant entre 10 et 30 cm environ. Cette dague est quelque chose de très personnel. Et en tant que tel, il faut vraiment que celle-ci vous parle. Vous devez flasher dessus, comment dirons-nous, c'est un coup de cœur, parce que c'est quand même une partie de vous. Ceux qui sont aisés dans la fabrication d'objets en fer peuvent le fabriquer eux-mêmes. Pour les autres, il y a des boutiques comme les Très Chaudrons par exemple qui permettent d'acheter les atamés directement, donc sur le net, comme celui que vous voyez à l'instant. Il est important que la lame de l'atamé n'ait servi et ne servira jamais à couper quelque chose, à couper du vivant, qu'il soit végétal, animal ou humain. Le sang ne doit pas couler sur l'atamé, sinon l'atamé est foutu et il faut le changer.
Donc l'atame essentiellement ne doit jamais être coupé, enfin ne doit jamais couper, du moins aiguisé. Dans le passé, il faut connaître aussi le passé de l'objet. C'est pour ça généralement on conseille pour des débutants d'acheter des atames neufs, parce que on ne sait pas quand on achète un atame en brocante par exemple si celui-ci a été servi pour tuer quelqu'un ou pas, ou un animal ou autre. Donc de ce fait il est important que l'atame soit vierge de toute énergie négative ou d'énergie de sang tout simplement, et une purification ne servirait pas à grand chose pour enlever tout ça. Donc c'est une chose très importante que celui-ci soit vraiment vierge de tout crime. Le manche doit être isolé. Donc ça veut dire quoi être isolé? Ça doit être un isolant. Le manche doit être composé d'une matière qui permet de l'isoler de la lame, puisque l'atame sert autant à défendre, donc attaquer une entité ou autre, que à tracer un cercle par exemple. Et donc si vous devez l'utiliser pour l'attaque ou la défense, il est important d'avoir un manche en isolant. Donc isolant, plomb, par exemple le plomb, le plastique, les tissus, par exemple la soie, sinon la couleur noire. Il y a différents types d'isolants, donc généralement les manches sont en bois, aussi en bois très sec, couleur noire, donc c'est pour ça que l'atame aussi a ce manche obligatoirement en couleur noire, aussi pour jouer le rôle de filtrant et de isolant. C'est assez important. Vous pouvez aussi utiliser le cuir, parce que le cuir, tant qu'il est sec, est un isolant. Et même les résines un peu modernes, même la résine de pin ou autre si vous souhaitez, peuvent être utilisées. Moi je connais une technique, c'est utiliser du vernis. Vous prenez du vernis transparent, par exemple pour l'atame, vous voyez ici la manche est en fer forgé. Prenez du vernis à ongles transparent et vous mettez tout le long de le manche de la dague. Ou bien, ça c'est ma technique personnelle que j'utilise pour mon propre atame, vous entourez de ruban noir, artificiel, donc à base de plastique, tout le long de l'atame, en laissant déborder quelques rubans. C'est assez joli, et en plus vous pouvez ajouter des petits breloques dessus. Après c'est personnel ça. Donc l'atame, son but principal sert à tracer les cercles, le cercle du pouvoir, ou le cercle magique, ou le cercle de protection, puisqu'on l'appelle comme ça en France, mais aussi pour se défendre énergétiquement parlant. La lame coupe l'énergie. Elle peut détruire une entité, éliminer un sort par exemple. Il y a des sorts d'exorcisme qui se fait avec un atame. Il faut comprendre aussi que un isolant énergétique n'est pas pareil qu'un isolant électrique. Par exemple, le verre est un isolant électrique, sauf que énergétiquement parlant, l'énergie passe à travers. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une spécificité différente de l'électricité du moins de l'électricité à la façon moderne, on va dire, d'utiliser la magie, donc l'énergie, par rapport à la façon dont elle traverse telle ou telle matière. C'est pour ça que beaucoup de sorciers, mages, enfin techniquement on dirait de sorcières et mages, utilisent le terme de conducteur pour l'électricité et perméable pour l'énergie, et de isolant pour l'électricité et imperméable pour l'énergie. En fait, ils voient l'énergie comme étant de l'eau, plus que comme étant une énergie électrique en fait. Donc c'est vraiment pour différencier, pour pas faire d'erreur. Dans beaucoup de traditions wiccanes, le manche de l'atame est en bois ou en fer recouvert de ruban noir.
l'isolation du manche se fait très rarement, il faut être honnête. C'est vraiment haute magie que le manche est vraiment dans un matériau bien particulier. Donc l'atame sert essentiellement donc à ouvrir, enfin à tracer, dessiner, comme ils disent, drawing, les Anglais, dessiner un cercle, le cercle du pouvoir, et l'enlever. L'atame permet donc de créer ce cercle de protection et de couper spirituellement les choses. Il sert aussi à bénir les éléments. C'est une forme de baguette en fer, pour résumer, et permet de faire circuler l'énergie tellement vite qu'elle permet de casser tout ce qui est négatif, et donc d'exorciser, de supprimer l'énergie négative du lieu, donc créer en finalité un lieu saint, et aussi du matériel, donc le sel, l'eau, les gâteaux, le vin sont bénis avec l'atame. L'atame est d'ordre masculin, ça c'est important de comprendre ça. C'est un symbole phallique, on le comprendra par sa forme, et c'est important de comprendre cette notion là. Donc l'atame est de symbole phallique, et son élément, donc l'élément de l'atame est le feu. Donc il est lié au dieu et donc au feu. L'atame, ne pas confondre l'atame avec la boline. La boline en fait est un couteau à manche blanc cette fois-ci. Il n'est pas obligatoirement double tranchant, mais il doit couper. La boline sert vraiment à couper l'extérieur du cercle. Elle sert aussi à couper à l'intérieur du cercle et à graver aussi, par exemple sur les bougies, les formules, etc., enfin les runes ou autres. Elle est utilisée essentiellement pour cueillir des plantes, pour les futurs encens et potions. Elle sert aussi à cueillir la baguette, de couper, de hacher certains produits spécifiques. Donc c'est vraiment pas à confondre les deux. C'est pour ça aussi qu'il y a deux types de manches, noir et blanc. C'est pour vraiment faire la différence entre les deux. Voici ce que Doreen Valiant disait dans son livre ABC of Witchcraft au sujet de l'atame. Le couteau à manche noire est l'arme traditionnelle des sorcières. Il est utilisé pour tracer le cercle magique ainsi que pour contrôler et bannir les esprits. L'usage d'une telle arme magique par les sorcières est très ancien. L'image, représentée sur un vase grec datant de 200 ans avant Jésus-Christ, montre deux sorcières nues occupées à faire descendre la lune. C'est-à-dire qu'elle invoque le pouvoir de la lune pour faciliter leur magie. L'une d'elles tient une baguette, l'autre une courte épée. Évidemment, le couteau magique pourrait avoir évolué à partir de cette épée, datant de la Rome antique. Une gemme taillée représente Hécate, la déesse de la sorcellerie, sous sa forme triple. Ces trois paires de bras portent les symboles d'une torche enflammée, d'un fouet et d'une dague magique. Une fois encore, il semble que cela soit un prototype de l'atame. L'une des premières éditions du grimoire appelé Clavicule de Salomon, datant de 1572 et qui se trouve aujourd'hui au British Museum, mentionne le couteau magique sous le nom d'Artana ou Artalme. Une gravure sur bois qui illustre Historia de Gentibus Spententrionalibus, Histoire des peuples du Nord, d'Aulus Magnus, publié à Rome en 1555, montre une sorcière contrôlant une fantasmagorie de démons qu'elle avait conjurée en brandissant un atame dans une main et un bouquet d'herbes dans l'autre. L'une des peintures fantastiques sur la sorcellerie de l'artiste flamand Teniers représente une scène similaire où une sorcière contrôle les esprits au moyen de son atame. L'usage d'une dague consacrée pour contrôler les esprits est aussi connu au Tibet. Ces armes, connues des Occidentaux sous le nom de Devil Dagger, dague du démon, possèdent une lame triangulaire et un manche en forme de dorje ou foudre. Extrait du livre de la ABC of Witchcraft par Doreen Valiant, traduction Lune.
Vous pouvez trouver ce texte et d'autres sur le site Les Portes d'Iside. Doreen Valiant, dans ce passage-là, nous met en avant l'histoire de l'Atame. Je pense personnellement comme elle que l'Atame est en fait une forme réduite de l'épée. Dans la Wicca, l'épée est présente et dans les formes magiques les plus anciennes, elle est très présente. Donc, on va commencer et on va continuer à parler de l'épée, objet qui est très important, on va dire, dans la Wicca traditionnelle. L'épée est un outil indispensable dans la Wicca traditionnelle. L'Atame en fait se substitue réellement à l'épée. L'épée en fait dans beaucoup de traditions est reçue, enfin du moins est autorisée à être portée et utilisée que par un 3e degré ou un 2e degré qui possède son coven. L'épée est généralement utilisée dans les coven afin de tracer le cercle du pouvoir et utilisée par la grande prêtresse ou le grand prêtre. Donc vous verrez beaucoup le terme de GP ou GPS pour dire grand prêtre et grande prêtresse. La sorcière individuelle ou en solitaire utilise souvent l'Atame, voire pas du tout l'épée puisque c'est très encombrant, très lourd et pour pratiquer seul, l'intérêt n'est pas plus utile que ça. Mais certains couvents, enfin c'est même pas certains couvents, il y a certains groupes, certains coven formés essentiellement par un solitaire au départ, utilisent que l'Atame et l'épée est très peu utilisée parce que très coûteuse, elle est difficile à avoir donc c'est un peu compliqué. La fabrication de l'épée est semblable à celle de l'Atame, c'est important de comprendre, c'est juste un Atame beaucoup plus grand. C'est vraiment, enfin moi mon épée fait à peu près 1 mètre, mais il peut avoir des épées beaucoup plus petites, mais il y a vraiment une grosse différence entre un Atame et une épée. Enfin on met 2 Atame et une épée à côté, il faut qu'on voie cette différence là. Donc sa fabrication est pareille que celle de l'Atame. Vous pouvez acheter en fait des épées dans certaines boutiques ESO sur commande, toujours sur commande. Il est rare d'en trouver réellement des vraies épées visibles comme ça. Après, des boutiques vendent des moi ce que personnellement j'appelle des épinounettes, des toutes petites épées qui sont aussi utilisées par certains coven, mais souvent les épées coûtent très cher et donc de ce fait les boutiques ESO vont plus vous orienter vers un forgeron ou des boutiques spécialisées dans la vente de grosses épées. Mais vous pouvez acheter surtout dans les zones où il y a des trucs médiévaux, donc il faut compter à peu près 120-130 € minimum pour avoir une épée standard. Ça peut aller très loin les prix, donc c'est pour ça que seuls les 3e degrés sont autorisés à en avoir une, et aussi que les solitaires n'utilisent pas vraiment l'épée quoi. Puisqu'il s'agit d'un outil de couvent, il est essentiel que les membres du couvent soient tous présents lors de sa création ou de son achat, et surtout lorsque vous gravez les symboles magiques sur celui-ci. Parallèlement, dans certains couvents, c'est plutôt un objet qui est personnel pour le grand prêtre et la grande prêtresse, et qui est choisi avec son propre initiateur. Donc c'est vraiment assez particulier. Donc il faut vraiment comprendre cela. L'épée est une forme d'Atame mais en miniature, et celui-ci est important pour les coven mais pas pour les solitaires. Voici ce que Janet et Stuart Farrar dans leur Witch's Bubble ont dit au sujet de l'épée. Comme nous l'avons dit, l'épée est rituellement interchangeable avec l'Atame. Nous l'attribuons donc à l'élément feu, et elle est aussi essentiellement masculin.
En effet, selon la tradition, tant qu'une sorcière porte l'épée, elle assume rituellement un rôle mâle et doit être regardée et traitée comme masculine jusqu'à ce qu'elle la repose. La différence entre les deux armes, c'est que l'épée fait traditionnellement davantage autorité que la tamé. En principe, nous utilisons par exemple l'épée pour projeter le cercle du couvent afin de souligner l'importance du groupe dans cet acte. Lors d'un cercle privé, le cercle sera tracé avec son propre atamé. Lorsque Jeanne d'Arc prit l'épée, c'est au nom de la France qu'elle la fit, et non juste pour sa défense personnelle. La présence d'une épée ajoute du poids à une occasion solennelle. Lorsque la grande prêtresse ou le grand prêtre a une annonce particulièrement importante à faire au coven, elle ou il pourra bien la délivrer devant l'autel, pointe de l'épée au sol, les deux mains sur la garde. Avec cela dans ta main, dit le livre des ombres, tu seras le maître du cercle. Comme la tamé, l'épée n'est jamais utilisée pour couper réellement, à l'exception joyeuse du gâteau du handfasting. Le style de l'épée est entièrement affaire de goût. Mais une épée petite et légère est bien plus maniable dans le cercle. Nous en possédons deux. Une arme, Toledo, assez lourde avec une garde en forme de boule, et l'autre, une épée mince et légère. Chacune a ses occasions, mais c'est la plus légère que nous employons pour une utilisation courante dans notre couvent. Les clés de Salomon donnent les signes à graver sur la lame de garde. Ce sont toutes des lettres hébraïques. Haute Magic Head, avec l'aide de la haute magie, de Gérard Brousseau-Gardner, reprend cela et y ajoute 2 pentagrammes. Mais les lettres hébraïques font davantage partie de la magie cérémoniale que de la witchcraft, la sorcellerie. Et la plupart des épées de Coven ne portent aucune gravure. Tiré de Witch's Bible de Janet et Stuart Farrar, traduction et adaptation par Lune. Vous avez vu que l'épée et la tamé sont des outils très importants en magie. C'est un peu nos armes. Dans la vie de tous les jours, on ne peut vivre sans armes, qu'elles soient mentales, physiques. Et la tamé et la boline, la tamé et l'épée servent à ça, servent d'armes magiques et de puissance. Elles représentent notre énergie, notre pouvoir. Avec cette arme-là, il y a d'autres outils qui sont utilisés. La baguette, le cingulum, le pentacle d'autel, l'escourge, le balai, le chaudron, l'encensoir, le calice, la cloche, la robe de cérémonie, le livre des ombres ou grimoire, la nappe d'autel et les représentations des divinités. Tous ces outils sont des outils les plus utilisés par plusieurs sorcières et selon les traditions, plusieurs traditions. Cela prend un certain temps, voire pour certaines semaines, mois pour réunir tous ces outils. C'est en fait une quête en soi, mais c'est important de la faire. C'est très important. Nous allons voir là, à cet instant, la baguette. La baguette, en fait, est utilisée afin d'invoquer les esprits élémentaires. Certaines traditions recommandent que celle-ci soit faite en coudrier ou en noisetier pour créer, comme base de bois pour la baguette. D'autres pense qu'il faut choisir le bois en fonction de sa date de naissance, alors que d'autres pensent que c'est plutôt un choix personnel. Donc moi, je suis dans cette optique où le bois est un choix personnel et que vous prenez le bois que vous voulez pour faire la baguette, tant que ce bois-ci soit en accord avec vous et qui idéalement ne soit pas très rare, parce qu'il ne faut pas non plus déforester des arbres qui nous ont du mal à pousser juste pour faire une baguette. Donc il est important de choisir la baguette en fonction de ce que l'on ressent et ce que l'on veut. Le choix donc du bois utilisé est très personnel. Il faut vraiment créer un lien particulier avec la race de l'arbre qu'on veut utiliser pour la baguette. Par exemple, ma baguette à moi est en chêne parce que je voulais de la solidité, de la force. Mais celle de cœur, ma baguette de cœur, c'est celle que mon père m'a fabriquée, est en coudrier.
Et pour moi, le coudrier, le noisetier, est vraiment le symbole du lien que j'ai avec mon père. Donc c'est vraiment très très personnel. Il y en a qui préfèrent mieux le hou, par exemple, parce qu'ils sont fans de cet arbre-là. Ils sont nés un mois de hou. Donc c'est vraiment le choix personnel qui est mis en avant. Certaines personnes suivent le principe de l'astrologie celte. Donc en fait, c'est le principe même des ogames. Chaque mois est lié à un arbre, et donc selon quel mois on est, nous savons quel arbre nous sommes. Par exemple, moi je suis né en juin, c'est le charme. Donc idéalement, ça serait une baguette en charme pour moi. Mais bon, il faut vraiment que vous voyez, vous regardez un petit peu sur le net, calendrier astrologie celte, et vous verrez les arbres, et celles-ci seront vraiment en lien avec vous. Vous les prenez, vous en faites une baguette si vous le souhaitez. La taille de la baguette est aussi un peu débattue dans plusieurs traditions, puisqu'il y en a qui veulent que des traditions qui disent que la baguette doit avoir la taille de l'avant-bras, donc du bout du majeur jusqu'au coude. Il y en a qui pensent que la baguette doit avoir la taille que l'on veut. Donc c'est assez vraiment instable par rapport à la taille. Certaines traditions donc recommandent en fait tout simplement d'avoir une baguette de 21 pouces de long et 2 pouces de large, afin qu'elle s'adapte à presque toutes les traditions. D'autres disent qu'il faut qu'elle soit de 13 pouces et de 3 de large, etc. Donc il est vraiment important de choisir la taille de la baguette selon ce que l'on ressent, ce qui est personnel. La taille vraiment est personnelle, et j'ai remarqué que des petites baguettes avaient autant d'efficacité que d'autres grandes. Tant qu'elles ne mesurent pas 1 mètre, puisque là ça serait plus une baguette mais un sceptre, il est important que la baguette ait la taille que l'on désire, en évitant aussi qu'elle soit trop grande, puisqu'on risque de crever un œil à nos collègues, nos frères et sœurs dans le même cercle. Donc faut mieux éviter que la taille soit non plus trop large et trop longue. Donc l'important, c'est vraiment l'intention qu'on met à l'intérieur de ces objets, du choix des objets, et l'intention qu'on met lors du rituel. Donc c'est vraiment très très important de comprendre ça. La baguette doit avoir une prise en main très facile pour vous. Elle ne doit pas être trop lourde ni trop légère non plus. Il faut que vous vous sentiez bien. C'est important. Il faut qu'elle soit ni trop grosse ni trop fine. Il faut vraiment la choisir avec vos envies. Je le répète encore, mais c'est très important. Il faut vraiment que vous flashez dessus. Il faut vraiment aussi comprendre que c'est le pouvoir est créé par la sorcière et non l'objet. L'objet ne sert que à diriger celui-ci. Donc l'objet en lui-même doit avoir une forme qui vous plaît. Alors, ce qui est important, c'est que la baguette soit pour vous un prolongement de votre bras. Comme pour la tamer, il faut vraiment que vous voyez ça comme ça. C'est une partie de vous, une partie importante de vous, et de ce fait, il est important pour vous que vous vous sentiez à l'aise, quoi. Si votre baguette et vous vous sentez mal, ça sert à rien de la prendre, et prenez plutôt une autre. Donc généralement dans les boutiques ESO physique, ça fait un petit peu Ollivander, parce que les baguettes sont présentées, et même si c'est la même baguette sculptée pareillement, le vendeur va vous montrer toutes les baguettes que vous devez utiliser, enfin tester pour voir celle qui puisse être en accord avec vous, quand il y a plusieurs choix différents possibles. Une règle importante et commune dans toutes les traditions, et qu'il faut vraiment suivre, c'est que la baguette doit être dans une matière isolante, et précisément en bois. C'est important de comprendre, il faut que ça soit en bois d'arbre ou en bois animal ou humain. Alors, qu'est-ce que j'entends par bois animal ou humain?
certains Gardéniens, et on peut voir dans le muséum, le musée de la sorcellerie à Boscastle, avaient des baguettes en os ou en ivoire. Et cela fonctionne autant que le bois, puisque l'os, l'ivoire et en réalité le bois du corps humain. Alors, sachant les trafics qu'il y a au niveau de l'ivoire, je vous en supplie, ne prenez pas de baguette en ivoire. C'est pour moi une chose qui me met hors de moi, c'est l'ivoire, c'est le traitement de l'ivoire actuellement, c'est vraiment, voilà. Prenez un arbre, celui qui est en lien avec vous, mais évitez l'ivoire à tout prix, puisqu'on tue des éléphants entièrement juste pour prendre des cornes. Faut arrêter un petit peu avec ce bordel. Désolé des termes, ça m'énerve un petit peu l'idée de l'ivoire. Donc il est important que la baguette soit en bois. Évitez l'ivoire, vraiment, c'est important. Pour la nature même, il faut éviter. Il y a certaines traditions, comme la tradition Frost, qui veut qu'à l'intérieur de la baguette soit présent une tige de cuivre. Personnellement, je déconseille ça, puisque c'est très compliqué déjà à réaliser cela. Je l'ai fait une fois et je me suis fait tellement... je me suis tellement planté la baguette de cuivre et brûlé que ça m'a suffi comme leçon. De deux, ça alourdit la baguette, et le truc c'est que on transforme plus la nature même de la baguette et de diffuser une énergie douce. En mettant une tige de fer, on diffuse une énergie brutale. Et à la base, la baguette, c'est une baguette pour invoquer les énergies, les divinités, les élémentaux, donc avec une énergie douce. Si on utilise une baguette avec un bout de fer, on transforme celle-ci en atamé, en finalité, symboliquement parlant, et en fait on agresse ces entités-là. Donc il faut mieux éviter. Après, selon les traditions, on l'utilise pas pour ça, donc l'adaptation se fait selon la tradition surtout. La baguette permet donc d'invoquer les esprits élémentaires, les Watchers si vous voulez, ou les gardiens des tours, mais aussi dessiner des runes, des symboles magiques dans les airs ou sur la terre. C'est vraiment très important de comprendre cela. La baguette, c'est une forme de crayon géant. En magie, c'est vraiment un peu dans ce... Enfin, moi, je le vois plus comme ça, c'est assez rigolo, mais ça permet de dessiner ce que l'on désire de voir. Certaines sorcières, j'ai vu utiliser la baguette pour mélanger leurs potions et décoctions. J'ai trouvé ça rigolo quand j'ai vu ça, mais bon, c'est selon la tradition, c'est vraiment assez adaptable et adapté. Donc il faut sur celle-ci graver des runes particulières. En réalité, il faut mettre au minimum son nom en Zeban, l'alphabet Zeban, son nom magique en Zeban, et vous décorez après celui-ci si vous voulez de rubans, de perles ou autre, mais important qu'il ait écrit dessus votre nom en Zeban et les symboles de consécration que nous verrons dans la prochaine leçon, dans la leçon 4. Dans certaines traditions écossaises, par exemple, la baguette n'existe pas. Ça, c'est assez marrant de voir ça, mais la baguette n'existe pas et elle est surtout remplacée par un sceptre. Donc, le sceptre, c'est une forme de baguette qui mesure plus d'1 mètre de haut. C'est une chose qu'on porte avec le bras droit souvent. La taille minimum, c'est 40 pouces. Donc, l'arbre utilisé pour le sceptre est souvent résineux. Est très droit. Alors historiquement, on suppose que le sceptre, enfin que la baguette est l'ancêtre du sceptre. Donc c'est pour ça que la tradition écossaise utilise celui-ci. Voici ce que disaient les Farrar dans leur Witch Bible au sujet de la baguette. Dans notre tradition, la baguette représente l'élément air. Son genre n'est pas particulièrement précisé, bien que nous la considérons comme masculine, puisque sa forme est à la fois phallique, pour certaines baguettes tout particulièrement, et parce qu'elle est l'élément de l'hémisphère gauche du cerveau qui possède la faculté logique linéaire.
C'est un outil plus tranquille que l'atame ou que l'épée. Comme le livre des Ombres le dit, son utilisation consiste à appeler et à contrôler anges et génies qu'on ne pourrait rencontrer avec l'épée magique. Ils communiquent seulement si on les invite ou si on les commande. Lorsque la baguette et le fouet sont tenus pour réaliser la position d'Osiris, le fouet représente la sévérité et la baguette la miséricorde. Les clés de Salomon disent que la baguette serait de noyer ou de noisetier. Dans tous les cas, l'arbre doit être vierge et âgé d'un an seulement, et devrait être coupé de l'arbre d'un coup unique, un jour de Mercure au lever du soleil. Le jour de Mercure étant le mercredi, c'est la tradition magique universelle et les sorcières la suivent également. Une tradition insiste sur l'unique coup qui devrait faire avec une faucille en or. Mais nous pensons que cela n'est pas obligatoire. Surtout que l'or ne coupe pas. Les clés de Salomon donnent des inscriptions sur la baguette qui semblent être issues de l'un de nombreux alphabets magiques. Vous trouverez une partie dans la prochaine leçon. La High Magic Head, ou aide avec l'aide de la haute magie de Gerard Garner, n'en offre pas. Pour les inscriptions, il semblerait que ce soit encore une question de choix personnel. Nous avons créé sur notre propre baguette une extrémité mâle, soleil, et une autre femelle, lune, de façon à ce qu'elle puisse être tenue de telle ou telle autre manière en fonction de l'accent que l'on veut mettre à chaque fois. Et nous avons inscrit sur le bois les symboles planétaires, dans l'ordre Lune, Vénus, Saturne, Mercure, Jupiter, Mars, Soleil, avec une perle de jet dans un bout et une perle d'ambre dans l'autre bout. Pour certains rituels, tels que les cérémonies pour Imbolc ou les sabbats ou autres, une baguette phallique est utilisée. La nôtre est en bois de noisetier, emboutée par une pomme de pin et tenue avec des rubans noirs et blancs entrelacés, tel le serpent du caducée. La longueur traditionnelle d'une baguette est identique à celle de l'avant-bras de son propriétaire, du coude à l'extrémité du doigt. Pour la baguette d'un coven, une longueur d'environ 45 cm est une moyenne habituelle. Tiré de la Witch Bible par Janet et Stuart Farrar, traduction et adaptation par Lune, Les Portes du Cid. La baguette est un objet assez important aussi. Je crois que même tous les objets dans la Wicca est important. Là, nous allons parler du Singulum, la corde. Dans les Wicca francophones, celle-ci elle est très peu utilisée, mais dans les Wicca anglophones, elle est énormément utilisée. Même dans certaines traditions, il est dit qu'on peut initier sans corde. Donc, c'est vraiment très important et je pense qu'il est important d'en avoir une aussi, même en tant que solitaire. Le Singulum. La corde est appelée aussi Singulum et c'est une ceinture en fait qui est nouée par-dessus un tabard dans la tradition francophone ou tout simplement déposée sur l'autel. C'est en fait un symbole du lien entre la sorcière et les entités. Les cordes sont énormément utilisées lors des handfasting, des mariages wiccans, afin de symboliser le lien entre le couple qui se crée. À la base, la matière utilisée est une matière naturelle, souvent la laine rouge ou des rubans, selon pourquoi on va l'utiliser. Et elle est souvent tressée d'une manière particulière, on chante un chant autour d'elle. De plus, elle se termine par une boucle qui représente en fait le yang, alors que le bout effiloché représente le yin, l'homme et la femme, le phallus et le vagin. La mesure de la corde est exactement celle-ci. La taille de la corde a une importance capitale selon la tradition. Celle-ci doit faire souvent, je l'ai bien dit souvent, parce qu'il y a certaines traditions qui changent d'avis en plein milieu, mais doit faire la taille du diamètre du cercle. C'est important. Donc le diamètre étant de 9 pieds,
Donc la corde doit faire 9 pieds. C'est important, pourquoi? Parce que la corde permet aussi de tracer le cercle. Pour cela, il faut tout simplement placer la corde autour de la boline, planter la boline et utiliser l'autre bout de la corde pour tracer un cercle comme un compas. Chaque degré possède une couleur spécifique du cingulum. Certaines traditions utilisent vraiment ces couleurs, ces différences de couleurs et de degrés avec une importance capitale. Souvent c'est suivi des couleurs de l'évolution de la mûre, blanc, rouge, noir. D'autres traditions utilisent d'autres systèmes de code de couleurs. Mais c'est important parce que la couleur de la corde définit votre niveau dans cette Wicca et votre degré. En plus de la corde personnelle, donc du cingulum qu'on porte autour de la taille ou sur l'autel, il y a d'autres petites cordes qui sont utilisées pour jeter des sorts. Et des sorts particuliers qui sont appelés les sorts de la corde ou les sorts des cordes. Mais cet envoûtement-là, vous allez l'apprendre plus tard, mais il est très intéressant. La corde, par exemple, du handfasting est différente de la corde de l'initiation, qui est différente de la corde du sortilège des cordes. En fait, il y a énormément de cordes, donc je vous conseille d'acheter votre première corde pour le cingulum personnel, donc pour les degrés en somme, donc votre cingulum que vous allez utiliser pour tracer votre cercle, pour vous lier votre vêtement, votre robe de cérémonie. Ça c'est important, mais autre chose de très très important aussi, c'est que vous devez apprendre à tresser et surtout à vous entraîner, puisque avec le temps vous allez voir que vous allez énormément utiliser de cordes lors de vos rituels. Nous allons voir à présent le pentacle d'autel. Donc le pentacle d'autel est très important puisque c'est sur celui-ci où on bénit et consacre les objets. Et donc c'est un des outils qui permet de rendre sacrées les choses. Donc il est important dans ce sens-là. Le pentacle d'autel est composé d'un disque, souvent de bois, de cire, de pierre, de fer ou de cuivre, selon la tradition, où celui-ci est gravé un pentacle et quelques symboles magiques liés à la tradition. Ces symboles peuvent changer d'une tradition à une autre, donc essentiellement c'est le pentacle à l'intérieur et d'autres symboles autour. Le pentacle d'autel sert à consacrer et à purifier les charmes, les amulettes, les talismans, mais aussi le sel, l'eau, les encens, enfin tout ce qui permet d'utiliser en magie. Les plantes aussi et les herbes. Vous pouvez aussi consacrer là-dessus les petits outils, les talismans, les mojos, enfin vraiment tout. Il est utilisé dans certaines traditions, par exemple alexandriennes, pour invoquer les gardiens des tours lorsqu'ils tracent le cercle du pouvoir. Ils prennent le pentacle et ils le montrent en gros au niveau de la direction en invoquant le gardien des tours. C'est une pratique qui est vraiment liée à la tradition alexandrienne, mais elle est présente dans d'autres traditions aussi. Alors, au niveau du pentacle d'autel, vous pouvez vous l'acheter. En fait, tous les pentacles que vous allez acheter dans le commerce, c'est des pentacles simples. Ça veut dire un cercle avec l'étoile au centre. Ces pentacles simples sont utilisés par les éclectiques et par les solitaires. Ils sont très efficaces puisque l'énergie qui dégage de ce pentacle est une énergie universelle. Les symboles, par exemple comme celle sur l'image, sont des symboles qui sont liés à une tradition particulière. Là cette fois-ci c'est gardénien de 3 branches, de 3 lignées différentes.
Ces symboles sont vraiment liés à la tradition gardénienne et symbolisent les degrés que la personne a et symbolisent par rapport au symbole beaucoup de choses. Par exemple, le symbole du taureau représente le dieu cornu, le triangle pointé vers le bas, le premier degré. Le pentacle inversé, le deuxième degré. Les deux arcs de cercle qui se rencontrent en un seul point représentent la déesse. Le S représente le baiser et le S barré représente l'escourge ou le fouet. Et donc le triangle qui pointe vers le haut est en lien avec le pentacle central qui représente le troisième degré. C'est vraiment, ces trois symboles symbolisent, enfin ce pentacle-là symbolise vraiment le troisième degré. C'est le pentacle d'autel pour un troisième degré. Donc voilà, ça c'est vraiment par rapport à une tradition particulière. Donc pour vous, si vous pratiquez en solitaire, je vous conseille de prendre un pentacle simple, sans symbole dessus. Vous pouvez après ajouter vos propres symboles si vous souhaitez, mais sans symbole dessus, il sera très efficace et mieux que si vous utilisez des symboles qui n'ont aucun lien avec vous, énergétiquement parlant. Et lorsque vous rencontrerez un coven d'une tradition particulière, là, à ce moment-là, vous pourrez pratiquer avec eux et donc utiliser leur symbole à eux. Donc, il est très important de cela. Donc, vous pouvez donc acheter ou vous créez le vôtre. Donc, pour la fabrication, souvent les gens utilisent un morceau de bois coupé en rond et gravé, ou peint dessus un pentagramme. Donc c'est vraiment très particulier selon les traditions et la façon d'agir et d'interagir. Doreen Valiant, elle avait écrit un très bon texte sur le pentacle d'autel et sur un pentacle particulier que vous allez voir à l'instant. Voici ce que disait Doreen Valiant dans son livre Witchcraft for Tomorrow au sujet du pentacle et d'autel, et précisément ce pentacle-là que vous voyez à l'écran. Le pentacle a 5 branches et un de ces symboles est un des symboles les plus anciens du monde. Il représente, parmi d'autres significations, la magie elle-même, la domination de l'esprit et des éléments. La domination de l'esprit sur les éléments de la création matérielle. Le cercle qui l'entoure n'a ni commencement ni fin, il représente l'infini et l'éternité. Une autre signification peut nous renvoyer au fait qu'il existe une vague similitude de forme avec la morphologie humaine. Un corps, deux bras et deux jambes écartées. En conséquence, le pentagramme inscrit dans le cercle est le symbole de l'être humain en relation avec l'infini. La figure à 8 branches qui se situe au centre du pentagramme symbolise les 8 périodes rituelles de l'année sorcière, les 4 sabbats majeurs et les 4 sabbats mineurs. Les sabbats majeurs sont la Chandeleur, la veille de mai, la Masse et Halloween. Les 4 sabbats mineurs sont les équinoxes et solstices. Les 8 branches de cette roue s'additionnent aux 5 branches du pentagramme et donnent le nombre traditionnel des sorcières, 13. Les 3 X qui entourent le pentagramme représentent les 3 signes de cérémonie d'initiation, 2 au-dessus et 1 en dessous, c'est-à-dire 2 au-dessus de la taille et 1 en dessous. Les 2 S représentent l'ancien symbole des serpents jumeaux, la dualité du positif et du négatif, du yang et du yin, du masculin et du féminin, qui est à l'origine de toute manifestation. Le symbole dans les 3 branches supérieures de l'étoile sont les 2 croissants de lune, montant et descendant, et le cercle au-dessus représente la pleine lune. Ensemble, ils représentent la déesse primordiale de la nature, souvent dépeinte sous la triple forme de nymphe, mère et vieille sage, les 3 phases de la lune. Les symboles qui se situent dans les branches inférieures du pentagramme évoquent les 2 aspects de l'ancien dieu des sorcières. Ils sont dessinés traditionnellement sous la forme d'une tête cornue et d'un crâne et d'os croisés. Le premier représente le cornu de la vie et de la fertilité, le second le dieu de la mort et de l'autre monde.
L'étoile à 5 branches est aussi un sceau magique important, appelé le pentagramme ou pentacle lorsqu'il est encerclé. On peut aussi le trouver sous la forme de bijoux magiques, même s'il n'est pas aussi fréquent que le sceau de Salomon à l'époque médiévale, il a acquis le curieux nom de croix des Gobelins. Il y était également appelé le nœud sans fin, car on pouvait le tracer en ligne continue sans lever la plume du papier. Comme le sceau de Salomon, le pentagramme passait pour être une amulette puissante contre le mal. Mais à cet effet, il devrait être tracé pointe droite. Il représente alors le pouvoir de l'esprit qui gouverne les 4 éléments du monde matériel. Le pentagramme était représenté de cette manière où sa représentation était suspendue sur les portes et les fenêtres des maisons pour rester à l'abri des mauvais esprits. Dans la vieille chanson populaire Green Grow the Rush O, une phrase dit « 5 est le symbole de votre porte », en référence à cet usage séculaire du pentagramme magique. Par Doreen Valiant, traduction Lune, porte du site. Il existe une différence entre un pentacle et un pentagramme. Un pentacle, P-E-N-T-A-C-L-E, est en réalité un pentagramme encerclé. Un pentagramme étant une étoile à 5 branches. Il ne faut pas que vous confondez pentacle, plutôt, P-E-N-T-A-C-L-E, et pentacle, P-A-N-T-A-C-L-E. Parce que le pentacle, en fait, est quelque chose d'assez relatif. Il n'y a pas de pentagramme à l'intérieur, c'est vraiment, il peut avoir par exemple le symbole de Mercure ou autre, c'est différent. Donc, le truc à retenir, c'est un pentagramme, c'est l'étoile à 5 branches, et le pentacle, c'est quand il est entouré. Vous voyez sur ces images différents types de pentagrammes. C'est important de voir les différents types qui existent. Après le pentacle, le pentagramme et le pentacle qu'on porte sur nous assez souvent, donc les Wiccans, il y a aussi un outil qui est plus ou moins présent dans certaines traditions. Elle est très présente dans les traditions traditionnalistes, moins dans les traditions un peu plus modernes. C'est l'escourge, ou le fouet, ou le chat à 9 queues. Donc, l'escourge est vraiment le martinet des sorcières, et vous allez voir que celui-ci peut être flippant, mais en même temps merveilleux. En photo, vous avez l'escourge du New Forest Coven, le tout premier coven fondé par Gérard Garner. Cet escourge est vraiment très important et très joli à voir. C'est vraiment un symbole assez fort. Le martinet ou l'escourge est utilisé par certaines traditions wiccanes pour créer le pouvoir étant l'énergie dégagée par la personne. C'est Gérard Garner qui en parle là le premier. C'est un outil donc masculin et lié à l'élément eau. Sa signification s'étend jusqu'à l'image de vagues se brisant sur le rivage. Quand on voit un fouet fouetter, les lanières ou un martinet, les lanières peuvent vraiment symboliser la vague qui se déplace. Son symbole étant le S tracé d'un ou deux traits selon les traditions. L'escourge est le frère jumeau, on pourrait dire, de la corde. Et la corde, des fois, est utilisée comme escourge quand on n'a pas d'escourge. Tout comme la tamée, le martinet en sorcellerie n'est pas une arme. C'est important de comprendre cela. Le martinet n'est pas employé pour infliger une punition non plus. C'est vraiment très très important de comprendre cela. Ou tout type de brutalité. En fait, l'escourge est vraiment utilisé de manière douce dans son symbole, pardon. L'escourge en fait est un très très ancien symbole et un très ancien outil utilisé beaucoup par les traditionalistes et par les solitaires moins, puisque son utilité se fait à deux. Il faut que quelqu'un donne des coups d'escourge à la personne. Donc de ce fait, les solitaires l'ont vite enlevé de leur pratique. Son utilisation première
de nos jours se situe dans les rituels surtout d'initiation et dans certains cercles comme ceux de cercles de guérison ou de quête de vision. Certaines utilisations de l'escourge est pour réellement et physiquement fouetter une autre personne. Cela se fait souvent et tout le temps avec le consentement de la personne, bien sûr, et c'est fait d'une manière bien particulière afin de provoquer des visions. L'escourge permet d'atteindre le niveau, l'état altéré de conscience idéal pour pouvoir dialoguer avec les esprits et avoir les visions qu'il faut. Malgré tout, je le précise, son utilisation reste simple et douce. En effet, sur celui-ci, il y a un symbole, enfin celui-ci est un symbole de confiance. Quand on voit quelqu'un nous fouetter, on a toujours ce réflexe, ça va faire très mal, même si c'est rigolo, même si c'est des petits picotements, même si c'est tout doucement, mais on a toujours ce réflexe de douleur. Et c'est une forme de confiance qu'on donne à la personne. En gros, on lui donne le martinet en disant « je t'autorise à me fouetter quand tu as envie ». Donc en finalité, on lui donne un peu sa vie, symboliquement, en faisant cela. Surtout par celui qui va l'employer. Donc c'est pour ça qu'il est utilisé dans l'initiation, pour que l'initié ait confiance en son initiateur. Habituellement, lors d'une initiation, l'initié reçoit précisément 21 coups, 21 coups de fouet. Donc le martinet en lui-même représente aussi la volonté de sentir l'énergie circuler et aussi de sentir les émotions, les sentiments et d'éprouver ces émotions et ces sentiments. C'est la compréhension que nous devons être capables de ressentir la douleur pour connaître celle-ci et pour connaître l'amour. Sans le yin, pas de yang. La clé pour atteindre cette compréhension est d'exprimer le point où la douleur et le plaisir se rencontrent. C'est pourquoi le martinet et le baiser sont représentés par le même symbole. Le cadre qu'offre le martinet est d'apprécier la valeur de toute expérimentation. Nous ne pouvons pas réellement apprendre l'expérience seul, enfin, on peut pas apprendre sans l'expérience, en gros. C'est vraiment cette idée-là. Pour apprendre, tu dois souffrir. Il est dit dans la tradition, et c'est vraiment cette idée-là. Il faut souffrir pour apprendre, il faut expérimenter pour savoir. On recherche pas la souffrance. On souffre assez dans notre vie réellement, mais on recherche l'apprentissage, quelque chose qui est au-delà de cette souffrance-là, physique, mentale. L'escourge est aussi le symbole de la discipline au sein du coven et représente l'autorité de la grande prêtresse. Les lanières sont reliées entre elles et ça forme, enfin c'est des lanières qui sont reliées entre elles et qui forment le martinet, et ça montre que la combinaison de plusieurs forces peut créer une force beaucoup plus forte. C'est vraiment important de comprendre ce symbolisme là. Le martinet est aussi un outil de purification. Lorsqu'on l'utilise sur nous, sur autrui, on purifie. Il y a une méthode aussi de purification de l'air qui est d'utiliser l'escourge et de le faire fouetter aux 4 directions. C'est aussi l'outil de raffinement et de distillation afin d'extraire l'essence magique. L'exemple le plus cité, c'est le fléau pour le grain. Il est employé pour tirer le grain de sa cosse. Donc l'escourge sert à tirer l'énergie du corps, d'extraire l'énergie, l'essence du corps humain. Le martinet, il est toujours utilisé avec la corde afin d'atteindre la concentration et l'état méditatif nécessaire. C'est une méthode qui est vraiment utilisée pour atteindre la clairvoyance, et celle-ci fait partie des 8 voies qui mènent au centre.
Chaque lanière, en fait, le martini est composé de 8 lanières qui, chaque lanière est composée de 5 nœuds. Cet outil, c'est vraiment un outil important qui est à réaliser soi-même. Mais il faut dire que depuis quelques années, il y a de moins en moins de personnes qui utilisent cet outil-là, surtout en solitaire, parce qu'il est compliqué de se fouetter, entre parenthèses, tout en gardant le rythme et en ayant la visualisation. Donc de ce fait, ils ont décidé de l'enlever, aussi pour son symbole très... pour certains qui trouvent ça barbare, je ne vois pas pourquoi, mais bon. Donc de ce fait, ils ont décidé de le supprimer totalement des pratiques. Voici un extrait du Liber Umbrarum, ou livre des ombres gardéniens. Puis le dieu dit, si tu refuses de m'embrasser, alors tu dois t'agenouiller devant le fouet de la mort. La déesse lui répondit, si il doit en être de la sorte, c'est donc la destinée, et c'est mieux qu'ainsi. Alors elle s'agenouilla, en soumission devant la main de la mort, et il la flagella, si tendrement qu'elle s'écria, je connais votre douleur, et la douleur de l'amour. Lady Elaine, une grande prêtresse connue d'outre-Atlantique, a écrit un texte sur les scourges, et le voici. L'extrait ci-dessus fait partie de l'initiation de la déesse au mystère du dieu. Entre parenthèses, l'extrait du livre des ombres. Connu le plus souvent comme le fouet et le baiser. Dans la légende, elle apprend que la vie, sans la mort, n'apporte que misère et destruction, tout comme la mort sans la vie. Le fouet est utilisé au cours de l'initiation Wiccan pour imaginer ce concept, mais l'accent est davantage mis sur le symbole que sur l'endurance de la douleur physique. Cela symbolise la bonne volonté de l'initié, souffrir pour apprendre, être discipliné dans son étude, et, pour le second degré, de prendre la responsabilité d'enseigner à d'autres, d'agir et d'apprendre d'une manière éthique et sincère. Le lent rythme du fouet est aussi une aide pour parvenir au changement d'état de conscience nécessaire au rite. Le fouet est utilisé dans d'autres rites. Le lent rythme du fouet est aussi une aide pour parvenir au changement d'état de conscience nécessaire au rite. Le fouet est utilisé dans d'autres rites afin d'aider le pouvoir sorcière de clairvoyance et ses facultés à voyager dans l'astral. Le fouet possède traditionnellement 8 lanières et chaque lanière possède 5 nœuds. De quelque façon que ce soit, cet outil est un des plus importants que vous réaliserez vous-même. Le fouet est un outil de purification, de raffinement et de distillation. Il permet d'atteindre la clairvoyance et d'extraire le pouvoir en soi. Le fouet représente la volonté de sentir et éprouver nos sentiments, de comprendre ceci et d'avancer dans la vie. Le fouet est le symbole de la discipline au sein d'un coven et il est important de le comprendre cela. Le fouet représente le lien, le ciment de la volonté du coven, ainsi que l'importance du développement d'une unité thématique parmi les fils entrelacés de la vie d'une sorcière en tant que personne individuelle. Le challenge de devenir un travail de groupe efficace et en cohésion n'est que le reflet macrocosmique du défi de devenir un individu bien intégré et efficace. Le fouet est un outil donc masculin et lié à l'eau. Sa signification s'étend jusqu'à l'image de vague, se brisant sur le rivage, qui va de pair avec la corde qui a la même image. Donc, à partir de maintenant, nous allons mettre les choses à plat. Le fouet n'est pas une arme. Le fouet n'est pas employé pour infliger une punition ou tout autre type d'activité brutale. Oui, vous avez probablement vu quelque chose en rapport avec ça ou entendu des histoires à ce sujet, mais j'aimerais essayer de mettre les choses au clair à ce sujet-là surtout. Le fouet est un très ancien outil. Il y a eu de nombreuses utilisations et continue d'en avoir. Son utilisation première aujourd'hui se situe dans les rituels d'initiation et rien d'autre. Des fois, il est utilisé dans d'autres rites de guérison,
ou de quête de vision. Si vous avez entendu des histoires à propos de certaines utilisations du fouet pour fouetter une autre personne, eh bien, elles sont vraies. Cela se fait avec le consentement de l'autre et pour l'aider à effectuer ce qu'ils appellent une quête de vision. Ces personnes sentent que cela les aide à atteindre un état altéré de conscience et peuvent ainsi dialoguer avec les esprits de leur vision. Il y a ceux qui utilisent également et seulement des hallucinogènes pour cela et en combinaison avec le fouet. Non, ce n'est absolument pas nécessaire d'utiliser ces pratiques pour acquérir une vision, bien que pour plusieurs d'entre elles, ça reste un fait réel. Elles sont simplement réalisées avec des personnes consentantes par rapport à tout cela. Personne n'est forcé. Quand on l'emploie lors de l'initiation, il existe différentes méthodes. Une des plus communes est une douce réelle. Une tape exercée par la grande prêtresse ou le grand prêtre du groupe, et ceci est effectué juste avant que la personne soit complètement initiée au niveau suivant. Habituellement, c'est dans le cadre d'un modèle de coups, de 3 coups précisément, bâti sur la confiance entre chacun. Certaines voix utilisent un modèle allant jusqu'à 21 coups, voire plus. C'est simplement un signe de confiance, comme lorsque vous faites initier, vous vous faites bander les yeux et que vous voyez après la personne utiliser une épée. Vous ne risquez pas de vous trancher la tête, vous ne risquez pas non plus de vous faire violer, c'est vraiment symbolisé par le symbole même de la confiance. Ce texte a été écrit par la grande prêtresse Lady Elaine et il a été traduit et adapté par lui. Voici ce que Rick Johnson au sujet de l'escourge a dit. J'ai remarqué que souvent les arguments semblaient se concentrer sur l'utilisation sexuelle, puis-je dire perverse, de l'escourge. Ce que je souhaite préciser, c'est que dans le rituel, l'escourge n'est pas normalement utilisée pour une satisfaction sexuelle, mais pour produire de l'énergie. Si l'on s'en servait pour s'amuser et pour des jeux, on emploierait aussi des menottes et un lit à 4 colonnes. Si vous vous en servez dans les rituels pour produire de l'énergie, votre attitude et l'utilisation que vous en faites diffèrent résolument de la manière dont vous pourriez l'utiliser dans un lit, au risque d'être totalement contre-productif. C'est un peu comme les dents. Si l'on mordit un lobe de l'oreille, cela peut être sensuel et mettre son partenaire dans de bonnes dispositions. Mais si on utilise ses dents pour arracher le lobe de l'oreille, le résultat ne serait pas sexuel, mais plutôt une visite aux urgences suivie d'un passage en prison. Non seulement les attitudes sont différentes, mais la manière de mordre, elle aussi, est dans les deux cas résolument différent. Bien sûr, il y a des gens qui trouvent que cette forme de douleur est excitante. Mais c'est pour ça qu'on a inventé le Prozac. Par Rick Johnson, traduction et adaptation de la pierre sorcière. Le prochain outil que nous allons parler, c'est le balai. Le balai est un outil vraiment particulier et pas toutes les traditions wiccanes l'utilisent. Le balai est appelé aussi besom, B-E-S-O-M, par certaines traditions. Il est utilisé dans le but de protéger et purifier. Le besom évolua pour devenir un balai fait de paille ou d'herbe attachée autour d'un manche de bois de coudrier. Le besom, ou balai magique, est employé pour nettoyer votre pièce et cercle magique des énergies négatives. La plupart des covens commencent leur rituel avec un chant rituel, utilisant le besom pour balayer et éloigner à l'extérieur les énergies négatives et apporter les bonnes énergies à l'intérieur. Cet acte est réalisé durant la réalisation du cercle de protection ou cercle du pouvoir. Les sorcières ont alors la sensation que cet acte leur apporte à elles aussi des énergies positives. Il y a beaucoup de sorcières qui estiment que le besom est plus sacré que certains autres outils. Le besom est sacré et doit être placé contre le mur de la pièce où les rituels sont pratiqués ou contre un arbre si vous pratiquez en extérieur, la queue en l'air. Venant de l'Égypte antique, le besom ou besom était par le passé un bois personnel avec des plumes pour ventiler.
Nous allons à présent parler de mon objet préféré en magie, le chaudron. Le chaudron est un des outils symboliques qui représente bien la sorcière dans l'imagerie populaire. Il est le symbole de la matrice universelle, du vagin sacré, semblable à la coupe. Selon toutes les traditions wiccanes, le chaudron doit posséder 3 pattes. La matière de celui-ci varie énormément selon son utilisation. Les chaudrons en fer ou en fonte sont utilisés par les sorcières qui utilisent celui-ci comme marmite, pour leurs potions ou comme encensoir. Le chaudron est utilisé occasionnellement pendant les sabbats de Yule, par exemple, où la sorcière allume un feu à l'intérieur de celui-ci pour symboliser la naissance du soleil, ou pour certains sorts particuliers, les sorts du chaudron. Le chaudron peut servir afin de pouvoir préparer des filtres et potions, mais il permet aussi de contenir des objets qui doivent être brûlés pendant le rituel. Certaines sorcières utilisent le chaudron comme un réceptacle, remplaçant le miroir, afin de pratiquer l'aquamancie, divination par l'eau. Dans la Wicca traditionnelle, le chaudron est essentiellement utilisé pour brûler des choses à l'intérieur, pour les rituels des chaudrons et pour la divination. Il est très rarement utilisé pour créer des potions dans le sens qu'on le connaît. Nous allons voir maintenant l'encensoir. L'encensoir sert à brûler l'encens. Il peut s'agir d'un encensoir en métal élaboré que l'on agite comme ceux utilisés par l'Église catholique, ou simplement un coquillage où l'encens se consume lentement pendant le rite wiccan. Si vous ne pouvez trouver un encensoir convenable, fabriquez-vous-en un. Un bol ou une tasse quelconque à demi remplie de sable ou de sel feront l'affaire. Le sable ou le sel absorbe la chaleur du charbon de bois ou de l'encens et empêche le bol de se fondre. On peut en outre enfoncer des bâtons d'encens dans le sel ou le sable ou placer un cône à la surface. L'usage de l'encens clôt les rituels et la magie constitue un art en soi. Si lors d'un sortilège, l'utilisation de l'encens est quelque chose d'important, il faut aussi y mettre le paquet. En effet, il faut que la fumée de l'encens envahisse toute la pièce et le lieu que vous pratiquez. Il faut que ça remplisse tout l'air. Donc pour les rituels, il est important d'utiliser des encens en grains ou en poudre. Rarement les encens en cône ou en bâton sont utilisés pour les rituels. Pour des prières, oui, mais pas pour les rituels. Vous pouvez acheter sur le commerce des encensoirs super jolis, comme celui en photo, dans les boutiques spécialisées comme les Trèches Chaudron, ou bien vous pouvez en fabriquer vous-même avec ce que vous avez autour de vous. Le matériau utilisé doit être un matériau qui est solide à la chaleur. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser le fer, la pierre en tant qu'encensoir. Mais évitez tout matériau qui risque de fondre ou de casser très rapidement à cause de la chaleur, parce qu'un charbon ardent peut atteindre rapidement et très rapidement les 200-300 degrés. Donc faites très attention. Dans la magie cérémoniale, on commande parfois aux esprits de se manifester sous une forme visible, et cette forme visible se voit à travers la fumée de l'encens qui monte, la fumée qui envahit la pièce. Grâce à celle-ci, vous allez pouvoir entrevoir les entités présentes, les dieux, le dieu, la déesse, les gardiens des tours. Cette pratique fait très peu, le fait de commander aux esprits d'apparaître dans la fumée est très peu utilisé, voire pas du tout dans la Wicca, mais la fumée d'encens permet de voir ce qui est pas possible de voir physiquement. Ça m'est arrivé plusieurs fois de voir la déesse et le dieu présents dans la fumée. C'est assez bizarre, mais c'était flippant même, mais c'est vraiment possible. Vous pouvez tenter cette expérience, allumer un encens en grains, un oliban par exemple, dans une pièce, assis devant, et vous remettez de l'oliban à chaque fois qu'il n'y en ait plus, et vous observez la fumée. Vous observez tout ce qu'il y a autour de vous, vous allumez de bougies bien sûr, et vous éteignez la lumière, et vous appelez la déesse ou le dieu, leur demandant gentiment d'apparaître devant vous, et vous verrez que la fumée va prendre une forme
humanoïdes ou autres, hein, selon votre vision des choses, et ça sera eux. À l'extérieur, quand vous pratiquez dehors, le feu remplace souvent les encens, enfin l'encensoir. Généralement, on prépare un feu particulier où à l'intérieur on fait brûler des bois qui permettent de créer la fumée nécessaire pour le rite. Mais vous pouvez aussi utiliser de l'encensoir en extérieur, sauf que sa fonction sera différente que celle utilisée en intérieur, bien sûr, ou en espérant qu'il y a très peu de vent, voire pas du tout. Comme ça permet d'avoir la même fonction qu'en intérieur. L'encensoir représente l'élément air, et lorsque des images représentant les déités se trouvent sur l'autel, il arrive souvent que l'encensoir soit placé devant elles ou entre elles. Il est important que vous fabriquiez vous-même vos encens. Prendre une base par exemple d'oliban et ajouter des herbes ou d'autres résines. Cela permet de créer vraiment des choses particulières, certaines odeurs même, et de découvrir des nouvelles senteurs. Chaque sabbat par exemple, vous pouvez faire vraiment un encens particulier que vous ferez fumer dans l'encensoir. Donc c'est vraiment un objet magique. Et cette fois-ci, on passe au calice, un des outils les plus importants puisqu'il symbolise la déesse et l'eau. Le calice ou la coupe est tout simplement un chaudron reposant sur un pied, symbole de la fertilité de la déesse. Elle s'apparente aussi à l'élément eau. Bien qu'elle puisse servir de récipient pour l'eau, un élément souvent présent sur l'autel, elle sert essentiellement à contenir la boisson rituelle qui sera bue pendant le rituel. La coupe peut être faite de matières les plus diverses: argent, cuivre, or, faïence, stéatite, albâtre, cristal ou d'autres substances. D'après certaines traditions, la coupe symbolise la compréhension des choses de la nature, alors que la tradition Wicca Pictise, pour elle, c'est le symbole du ventre de la déesse. La coupe est l'un des instruments les plus importants des rituels. On l'utilise généralement pour mettre de l'eau, mais on y mélange également l'eau et le sel dans certaines traditions. Dans la Wicca particulièrement, et essentiellement, elle permet de contenir les boissons rituelles, le vin qui est bu lors du rituel à la fin de celui-ci. On utilise rarement la coupe en tant que récipient d'eau. C'est vraiment très très rare. Il est même pour cela déconseillé d'utiliser une coupe en fer puisque le sel peut attaquer le fer. Si vous utilisez le calice pour boire, utilisez des matériaux simples qui risquent pas d'être altérés à cause de l'alcool. Privilégiez le bois, le soapstone, pierre de savon, pardon, stéatite, la porcelaine ou bien tout simplement l'argile. Les fers non oxydés, enfin qui ne s'oxydent pas aussi. Donc faites très attention à cela. Voici ce que Gérard Garner disait au sujet de la coupe. Le calice ou la coupe était une autre consécration templière. Comme je l'ai dit, les sorcières honorent également la coupe, qui doit dater des anciens cultes de la fertilité. Je dois expliquer autre chose. J'ai d'abord été embarrassé par l'absence de la coupe parmi les objets rituels des sorcières et l'intégration du pentacle sans importance, qui est là pour commander aux esprits. Les sorcières ont évidemment employé une forme de spiritualité demandant aux esprits défunts de revenir ou de communiquer avec eux. Généralement, ils imposent pas aux esprits d'apparaître et puis ne les obligent pas à leur obéir. À plus forte raison parce que par leur contact avec des sorcières, ils connaissent ces pratiques. En outre, dans l'explication des objets rituels, mention est faite de tels sujets. La réponse que j'obtiens est: à l'époque des bûchers, ceci fut fait délibérément. N'importe quelle mention de la coupe menait à une orgie de torture. Leurs persécuteurs disaient qu'il s'agissait d'une parodie de la messe. De même, danser en chevauchant un bâton, le ballet, a cessé avec le temps. L'encensoir
et Pentacle leur ont été substitués à des explications, et des explications ont été données pour correspondre à ce que leurs persécuteurs attendaient. Si tout indiquait plus ou moins la même histoire qu'on leur a enseignée, parce que c'était vrai et que cela correspondait à ce que rencontraient les autres, pourquoi continuer la torture? Le sorcier était condamné, et s'il n'échappait pas ou ne mourait pas en prison, il était rapidement brûlé et ses ennuis étaient passés. C'était le pauvre sorcier qui n'était pas initié, qui était torturé à plusieurs reprises parce qu'il ne savait que dire et ne pouvait pas inventer une histoire qui soit acceptée. Cette explication est, je pense, plausible. Naturellement, parfois les différentes sorcières peuvent avoir essayé de travailler avec des élémentaux, mais le sentiment général est ils sont habituellement mauvais. Cela porte malheur d'avoir affaire à eux, et la déesse est douce et aimable, il ne la voudra pas. Il est inconvenant d'aller à l'encontre de ses enseignements. Naturellement, je ne parle que des sorcières appartenant au culte. Les diseuses de bonne aventure et les guérisseuses peuvent faire n'importe quoi. Gérard Garner, traduction Toff, la pierre sorcière. Nous allons voir à présent la cloche, un des outils les plus utilisés dans énormément de traditions. La cloche est utilisée par certaines traditions wiccanes et sorcières pour appeler les esprits élémentaires et les dieux. L'utilisation de la cloche dans les rites religieux daterait de la Rome antique. Le son cristallin d'une cloche pouvait attirer vers soi le regard des dieux. La vibration du sang est si puissant qu'il résonne au plus profond de nous et nous met en état de produire le pouvoir le plus puissant. Certaines traditions remplacent la cloche par un gong ou bien un instrument de musique comme un hoche et un tambour ou autre, qui permet aussi de faire de la musique pendant le rituel. On se sert des cloches pour marquer le commencement et la fin d'un rituel. Symbole de la déesse et du dieu, ces notes semblent vibrer de ce plan à l'autre, créant une énergie positive autour du cercle et un pont entre les dieux et les hommes. Instrument rituel d'une incroyable force, la cloche déclenche des vibrations très puissantes, correspondant à son volume et à sa sonorité, et aussi à la matière dont elle est fabriquée. Lors des rituels, il arrive que l'on agite une cloche pour marquer les différentes tapes ou pour indiquer le début ou la fin d'une incantation. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de cloche qui vous plaît. Dans certaines traditions, à chaque fois qu'on prononce le nom d'une divinité, il faut sonner la cloche. Un des objets le plus fantastique et le plus utilisé, je crois par tous, et le plus aimé aussi, c'est le grimoire ou le livre des ombres. Et c'est important de le connaître, celui-là. Le grimoire est appelé traditionnellement, dans la Wicca traditionnaliste, livre des ombres, est un outil, un journal dans lequel est indiqué tous les rites, les formules, les prières, les invocations employées au cours des rituels et aussi, selon la tradition, à tout ce qui est lié à la tradition. Chaque tradition possède un grimoire, un livre des ombres différent. Et le grimoire ou livre des ombres personnel de la sorcière solitaire est différent de celui de l'initié traditionnaliste. On appelle le livre des ombres le grimoire qui résume en fait une tradition. Ce livre peut changer de nom selon les traditions. Il y a certains ouvrages qui s'appellent par exemple l'arbre de vie. Dans la tradition Syriaque Wicca, c'est le nom du livre des ombres. Le livre des ombres donc, il contient tous les rituels de la tradition. Par exemple, comment ouvrir le cercle selon la tradition, comment invoquer les divinités selon la tradition, etc., etc. Alors que le grimoire, lui, est un livre personnel. C'est celui dans lequel nous écrivons nos propres rites, nos propres formules personnelles, hors de la tradition, nos ressentis, nos recettes aussi. C'est important de discerner les deux. Moi, personnellement, j'ai mon livre des ombres de ma tradition
et mon petit livre, mon grimoire que j'ai appelé le grimoire de Benjamin, je crois que je l'ai appelé, ou d'Antino, je sais plus comment je l'ai appelé, mais en tout cas j'ai mon petit grimoire où j'écris tous mes formules et tout mes ce qui se passe dans ma vie d'important en magie et tout ce que je découvre aussi. Donc le livre des ombres et le livre personnel, le grimoire personnel est secret. Très secret même. Donc c'est surtout le livre des ombres traditionnel, puisque seules les personnes de la tradition peuvent le lire, et le grimoire personnel, seules les personnes à laquelle on a le plus confiance peuvent le lire. Le terme livre des ombres, ou Book of Shadows en anglais, fut inventé en fait par Gerald Gardner dans les années 30-40 pour définir le grimoire de la Wicca. À l'origine, en fait, ce nom viendrait d'un livre de divination sanskrit. Sur la divination à travers les ombres. Les anciennes sorcières Gardner voyait en ce mot, ce nom, un symbole fort sur l'histoire de la sorcellerie. En effet, les anciennes sœurs, nos ancêtres sorcières, ont beaucoup péri à travers les flammes ou ont été pendus, et certains livres des ombres se sont transmis à une autre sorcière, le plus souvent au moment de l'initiation. Celui-ci était souvent recopié, puisque quand elles étaient lettrées, ou appris par cœur aussi, ce qui est assez étonnant pour nous, mais à l'époque c'était essentiellement vital. C'était comme ça, et Gardner avait trouvé ce mot fantastique, livre des ombres, parce que ça signifie que le livre est caché dans les ombres. Le livre est quelque chose qui n'est pas visible, c'est pas un livre qui est à la lumière, mais qui est dans l'ombre, dans les ténèbres. Et ce nom-là, il a gardé. Actuellement, traditionnellement, il est encore aisé d'écrire le livre des ombres à la main, et c'est une tradition que je trouve qu'il faut perdurer. Malgré le 21e siècle, avec la possibilité d'avoir, quand on se fait initier, le livre des ombres numérique, il est bien de l'écrire, puisqu'on prend le temps de connaître les formules, du moins de se souvenir facilement de ces formules et de la façon dont les rituels sont imbriqués. Donc, pour le livre de la tradition, c'est ainsi. Pour le livre du solitaire, c'est plus compliqué. Quand on ne fait pas partie d'une tradition et que on commence à la Wicca, on veut son livre des ombres, sauf que à la base, on faudrait mieux dire on veut son grimoire. Des auteurs comme Cunningham, comme Buckland, ont écrit des grimoires, donc des livres des ombres, le Tree of Life par exemple de Buckland sur la Siax Wicca, qui est très intéressant pour les débutants et pour les solitaires, c'est vraiment génial, ou le Book of Shadows de Cunningham, qui a été publié après sa mort, peuvent vraiment être pour vous votre BOSS, BOS, Book of Shadow, ou LDO, votre livre des ombres. Il est important donc de considérer ceci comme donc en gros des livres de votre tradition, qui est la tradition de Buckland ou la tradition de Cunningham. Et vous devez avoir aussi votre grimoire personnel. Donc ce grimoire personnel, vous pouvez vous le fabriquer vous-même, puisque c'est, comme son nom l'indique, un grimoire personnel. Vous pouvez acheter par exemple dans les boutiques ESO des cahiers fantastiques qui sont idéaux pour ces grimoires, ou même pour votre livre des ombres. Il y en a qui préfèrent mieux l'avoir en cuir, d'autres préfèrent mieux l'avoir plus discret, donc c'est vraiment très très personnel. Lorsque vous rédigez votre premier grimoire, il faut toujours utiliser la première page comme étant une page de garde où vous marquez le nom du grimoire, votre nom sorcière si vous voulez, et toutes des petites informations qui peuvent être liées ce grimoire à vous. Moi je sais que pour le mien, j'avais saigné, lors j'avais écrit, je me suis coupé et j'ai dit c'est un signe, et j'ai déposé mon sang sur mon grimoire. Depuis je ne le lâche plus celui-là. Il s'étoffe, j'ajoute des nouveaux cahiers, mais il reste toujours c'est toujours le même. Donc le livre des ombres est donc quelque chose d'assez important, et ce qui est écrit à l'intérieur est d'une valeur très importante pour vous.
Donc la forme qu'il doit avoir est vraiment une forme personnelle. Donc soit il est en cuir machin, soit il est en cahier à spirale. J'ai vu certains cahiers à spirale. Doreen Valiant, à une période, elle avait un livre des ombres, c'était de sa tradition, hein, qui est en fait un petit cahier de brouillon. Donc vraiment, c'est vraiment l'objet qui est le plus personnel possible. Sachez surtout, les choses importantes, c'est que le livre des ombres est lié à une tradition. Ça, c'est important de comprendre. Et le grimoire, c'est quelque chose de personnel. Par exemple, dans mon grimoire, j'ai des rituels qui sont de la tradition gardénienne, d'autres rituels qui sont de la tradition minoenne, et d'autres rituels qui sont de la tradition wicca-luciférique, par exemple. Je donne un exemple. C'est des rituels qui fonctionnent avec moi, des choses que j'ai appris de telle ou telle branche, de telle ou telle personne aussi, qui pratique de telle ou telle branche. Donc c'est vraiment très personnel, le grimoire personnel. Et dedans, j'ai des invocations aux archanges kabbalistiques, alors que ça n'a rien à voir avec la Wicca. Donc c'est vraiment très particulier, mon grimoire personnel. Alors que dans mon livre des ombres, il n'y a que des informations sur ma tradition, des chants, des danses, la façon d'ouvrir le cercle, etc., etc. C'est important de comprendre cela. Rick Johnson dit au sujet du livre des ombres: quelqu'un a dit qu'il y avait 3 boss gardnériens, écrit de la main de Gérard Gardner lui-même. Doreen Valiant en avait un, mais on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Les 2 autres ont été vendus à Ripley et ont par la suite été vendus aux enchères à Richard et Tamara James, les grands prêtres et grandes prêtresses de l'église Wiccan du Canada à Toronto, en Ontario. Doreen Valiant n'aimait pas du tout les hardguards américains. Lors d'une visite à une sorcière canadienne, la seule personne de ce continent qui a été invitée à ces obstacles, Doreen Valiant a mis un chapeau de sorcière d'Halloween et lui a dit qu'elle l'avait acheté pour choquer certains gardéniens américains. La question à se poser, c'est où sont les boss de Gérard Gardner et Doreen Valiant? Elle souhaitait le brûler, mais a finalement parlé de les donner à la Witchcraft Research Association en Angleterre, qui est, devinez quoi, dirigée par quelqu'un qui déteste les hardguards autant qu'elle. Ainsi, devinez qui n'aura pas accès à ce boss. En réalité, il y eut un autre livre des ombres de Gérard Gardner qui a disparu entre le moment où les Wilson ont vendu le musée et le moment où tout a été empaqueté et envoyé en Amérique. J'aurais bien aimé jeter un coup d'œil à ce qu'avaient acheté Richard et Tamara James lorsque j'étais à Toronto, mais ils n'ont jamais répondu à aucune de mes lettres. Pourquoi plus vous êtes grand dans la religion et dans la Wicca, et moins vous répondez aux emails? Par Eric Johnson en 1999, traduction Toff. Eric Johnson disait aussi au sujet des livres des ombres: il y a des différences entre les textes utilisés par différentes lignées. Les rituels de base sont bien sûr semblables. Il y a des choses dans la lignée de Bonne qui sont différentes, mais elles proviennent de sources extérieures et ne sont donc techniquement pas gardéniennes. Une partie du matériel dans cette lignée a été ajoutée par Raebon et n'a aucun rapport avec elle. Oui, c'est vrai, jusqu'à un certain point. Oui, des textes ont été et sont encore ajoutés après Gardner. Dans ma version du livre des ombres de Buckland, des choses ont été ajoutées au texte traditionnel après que Judy Knettel ait repris le couvent de Rosemary, Buckland. Je sais que de nombreux gardéniens en Amérique considèrent ce matériel supplémentaire comme étant lui aussi gardénien. Dans mon livre des ombres, de la version de Raebon, il y a des textes qu'on ne trouve nulle part ailleurs que dans son propre livre des ombres, parce qu'il a été ajouté par Raebon ou par ceux qu'elle a initiés. Et donc, ceux de la lignée de Wilson, ceux de Buckland donc, n'auront évidemment pas ces textes. Mais où se trouve la frontière entre ce qui est vraisemblablement gardénien et qui ne l'est pas? Est-ce que les seuls textes de Gérard Gardner sont valables? Est-ce que n'importe quel grand prêtre ou grande prêtresse gardénienne peut ajouter des textes qui deviendront une partie valable du livre des ombres gardénien? Devons-nous comparer tous les livres des ombres de chaque grande prêtresse de Gérard Gardner et jeter tout ce qui ne figure pas dans chaque livre des ombres? Pouvons-nous conserver ce qui figure dans la majorité des livres des ombres? Si Monique Wilson a ajouté des textes que Raebon ou Patricia Crotter n'avaient pas,
Les textes de Monique Wilson deviennent-ils valablement gardéniens? Et cette absence dans le livre des ombres de Patricia Cotter et Raeburn invalide-t-elle leur livre des ombres? Puisque nous savons que J.D. Nettel a ajouté des textes après Raymond Buckland, est-ce que ces compléments sont valablement gardéniens? Ou cela n'est-il valide que pour la Long Island Line, la lignée où est né le premier couvent gardénien? Je ne préconise pourtant pas de dire publiquement ce qui est et ce qui n'est pas valable dans un livre des ombres gardéniens. Ce serait une violation de notre serment de secret, bien que de toute façon, un très large extrait de ce livre des ombres ait déjà été publié, il faut l'avouer. Mais si pour nous, pour être gardien, il faut entre autres posséder le livre des ombres de Gardner de base et que nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur ce qu'est un livre des ombres de base, alors cette définition perd toute sa substance. Nous revenons à l'idéologie bête. Mon livre des ombres est différent du tien, je suis valablement gardénien et toi tu ne l'es pas. Par Rick Johnson, 1999, traduction Toff de La Pierre Sorcière. On voit bien dans ces textes qu'il est complexe de définir ce qui est un réel livre des ombres traditionnaliste. C'est pour ça que tant que vous ne rentrez pas dans une tradition, il est bon de savoir un peu l'environnement qui se déroule. Donc vous voyez que Gardner a laissé plusieurs livres des ombres, a écrit de sa plume et que chacun étant un petit peu différent et les lignées, donc les descendants qui ont été créés ont ajouté les leurs et créant ainsi des livres des ombres assez différents d'une partie et d'une autre. Il y a l'une des portes du Cid qui a écrit en fait un texte sur le livre des ombres traditionnel. Et c'est intéressant de le lire, donc allez sur les portes du Cid et tapez dans la barre de recherche livre des ombres et vous verrez qu'il y a pas mal de textes intéressants sur les livres des ombres traditionnels. Donc j'ai 2-3 autres textes mais je vais pas vous les lire puisque sinon la vidéo va durer encore plus, 1 heure ou 2 de plus. Donc voilà. Donc maintenant nous allons parler du prochain outil qui est utilisé en magie, qui est utilisé dans la Wicca, c'est la nappe d'autel. La nappe d'autel en fait sert principalement à protéger l'autel, tout simplement. Elle a de fonction que pour d'éviter de mettre des taches de cire sur l'autel et d'abîmer en fait la table. La nappe d'autel a aussi une fonction au niveau de ses couleurs pour fêter les fêtes en lien avec les couleurs. Par exemple, une nappe orange c'est plus pour Samhain, Halloween, alors qu'une nappe marron serait plus pour Mabon. C'est bientôt le prochain sabbat. Donc voilà. Le prochain outil que nous allons étudier, c'est la robe de cérémonie. Alors, la robe de cérémonie est utilisée dans très peu, voire quelques traditions, pas toutes. Nombreuses traditions gardéniennes et ses dérivés pratiquent skyclad, ça veut dire vêtu du ciel ou avec l'habit du ciel, en somme nu. C'est important dans leur pratique puisque c'est en lien avec l'idée où nus nous sommes tous égaux. Nous, dans le cercle étant le ventre de la mer, il est logique que nous soyons nus. Je conseille essentiellement aux gens, quand ils pratiquent en solitaire, de le pratiquer nu. Parce que vous verrez que, énergétiquement parlant, vous vous sentez bien. Le premier jour, la première fois, c'est vrai qu'on a l'air un peu ridicule, mais après, on se sent bien. C'est une habitude. En groupe, c'est différent. Il faut vraiment faire preuve de méfiance, ça c'est vrai, parce qu'il y a vraiment des pervers. Mais si vous souhaitez vraiment embrasser la tradition, il est important que vous réfléchissiez sur ce principe-là. Cette pratique donc vient de Gardner et de sa descendance, qui est une forme de dommage à la déesse. Car il est dit que dans la charge de la déesse, et pour vos rites, vous serez nus. Cette pratique, pour moi, personnellement, est la meilleure, puisque ça permet de nous libérer des cadrans de notre vie qu'on nous donne. Par exemple, les vêtements qu'on porte nous représentent. Et de ce fait, en étant nus, nous sommes libérés de tout cela. Mais certaines traditions
acceptent le port de tuniques spéciales appelées tabar ou robe de cérémonie ou robe de travail par exemple, et d'autres acceptent à moitié. Exemple, dans la Wicca trad, exceptionnellement, des fois, certaines lignées portent le tabar, le vêtement de cérémonie, lors des rituels. Par contre, les initiations se font tout le temps skyclad, pour l'exemple. À part, exceptionnellement, c'est environ en Antarctique ou dans des zones où c'est pas vraiment possible. Mais essentiellement, c'est présent. Moi, je suppose que cette pratique-là vient, on voit le lien avec l'Italie, la stregheria, la Grèce antique, puisque être nu en Grande-Bretagne, il faut le faire. Personnellement, je ne le ferai pas, mais dans les pays méditerranéens, cela ne me dérange pas plus que ça. Donc voilà, c'est pour moi mon avis personnel. La robe de travail, en fait, peut être sur différentes manières d'être. Elle peut être d'une façon, elle peut être très simple, en gros un poncho, le tabar, ou complexe avec une capuche, des francs-feluches un peu partout. Honnêtement, pour la pratique, quand vous pratiquerez en groupe selon votre tradition, mais si vous pratiquez dans un environnement où vous devez porter des robes, si c'est une tradition particulière, il y aura des codes au niveau de la forme, de la couleur, etc. Par contre, si c'est personnel, enfin, si je veux dire, si c'est parce que vous souhaitez, parce que par exemple pour la pagan party, vous souhaitez être, prenez quelque chose de simple. Prenez pas des choses avec plein de francs-freluches, etc. parce que c'est joli à porter, mais c'est comme une robe de mariée. C'est joli pour la cérémonie, je veux, oui je le veux, mais pour le reste de la fête, la danse et tout, c'est pas très pratique. C'est la même chose. C'est important de, comment dirons-nous, d'être à l'aise parce que lors des rituels, vous allez sauter, vous allez danser, vous allez faire la fête, quoi. Et il est important que la robe de cérémonie soit la plus ample et la plus simple possible. Et comme ça, aussi éviter de prendre le feu. Parce que si avec les bougies et des manches trop longues, enfin si vous prenez des choses avec plein de francs-freluches et que vous vous baissez sur l'autel, vous risquez de prendre feu. Ma meilleure amie a eu ce souci-là pendant une période. Donc, c'est important de faire attention. Donc, soit vous fabriquez votre robe de cérémonie, soit vous l'achetez. Donc, des boutiques spécialisées, hein, vous allez, vous regardez. Par exemple, des traits chaudrons, vous pouvez avoir sur mesure. Vous envoyez les mesures, les robes sont faites. Donc, c'est vraiment personnel. Donc, vous choisissez la méthode la plus facile pour vous. La robe de cérémonie doit être faite de matière naturelle, coton, soie, lin, etc., etc. Idéalement le coton, puisque ça, c'est même d'un point de vue hygiénique ou autre, c'est assez plus pratique et ça se lave plus facilement. Après, vous pouvez avoir des folies avec du satin, etc. Mais bon, il faut mieux éviter. Donc le plus simple, ça reste toujours le coton, rien de mieux. Alors, on pourrait me poser la question par rapport à la couleur. La couleur du tabar ou de la robe de cérémonie. Alors, il y a beaucoup de choses qui est dit sur les couleurs. À la base, traditionnellement, je vais dire anciennement, le moment rare où les sorcières portaient des robes, ces robes étaient noires ou vert kaki, quand ils arrivaient à atteindre cette couleur. Pourquoi ? Nous sommes, imaginez, lors de la période de la Renaissance, période inquisitoriale ou autre. Vous êtes une sorcière, vous pratiquez en extérieur, vous risquez votre peau à tout moment. Le seul moyen, si vous entendez quelqu'un arriver, c'est de fuir pour survivre et de vous cacher. Si vous portez une robe blanche avec des paillettes ou un bleu turquoise trop bizarre, ou un rose fluo par exemple, en pleine forêt, on vous aurait repéré, vous serez la première pondue. Alors qu'un noir ou un kaki, la nuit, ça se voit pas. La sorcière était là et pouf, elle se cachait derrière un arbre et on la voyait plus. D'où la création des contes aussi, des sorcières qui s'envolent dans la nuit avec leur cape, etc., etc.
Prenez une femme ou un homme, mettez-lui une cape, par exemple, noire. Faites-la chevaucher un balai. Enfin, un cheval, pardon. Faites-la chevaucher un cheval et faites-la courir en pleine nuit, sans lumière. Vous aurez l'impression d'avoir un fantôme. L'image de la sorcière volant sur son balai devrait, je pense bien, provient de cette idée-là. Elles sont là, leur balai en main. Ah mon Dieu, on nous attaque. Elle court, elle saute sur le premier cheval venu avec sa cape, avec donc la capuche pour pas être reconnue non plus. Et en fait, vu le mouvement, les gens ils voient quoi? Une ombre avec un balai en train de sauter et puis partir. Donc ils voient quoi? Une femme volant sur son balai. C'est l'image populaire. C'est pour ça que le noir est beaucoup utilisé. Rien à voir avec l'histoire de conserver des secrets, c'est la magie noire, c'est complètement faux. C'est des délires X ou Y. Le noir, parce que c'était le plus facile pour se cacher. Selon la tradition, cette couleur change, puisque d'une tradition à une autre, l'utilisation du tabac, ou du moins de la robe de cérémonie a changé, et même historiquement cela a changé. Par exemple, dans la tradition Wicca saxonne, la Seax Wicca, le grand prêtre et la grande prêtresse du 3e degré portent une robe blanche ou bien violette, alors que les autres sorcières du 1er et du 2e degré portent une robe de couleur jaune ou bleue. Donc pour vous dire, c'est vraiment une autre tradition qui suit vraiment un protocole différent que celle la plus logique. Chez les Gardéniens, on se pose pas la question, on est tous à poil. Chez les autres traditions, cela peut varier de la grande prêtresse, du choix de la grande prêtresse, ou bien tout simplement de la personne en elle-même, ce qu'elle désire au plus profond comme vêtement pour pratiquer. Donc nous avons fait le tour des outils principaux et nous allons voir là l'outil et le dernier outil le plus important dans la Wicca, l'autel. Alors il existe deux types d'autels, l'autel fixe et l'autel portatif. L'autel fixe, c'est celui qui est généralement soit dans le salon, soit dans la chambre. C'est un autel où est présent les représentations des divinités, des élémentaux aussi, avec une pierre pour la terre, une plume pour l'air, etc. Et sur celui-ci, c'est celui où on fait nos prières, où on médite devant, tranquillement. Et il y a l'autel portatif. L'autel portatif, c'est généralement un petit coffre que l'on ouvre à chaque fois, que l'on pose les affaires dessus pour pouvoir faire nos rituels. Quand on a la chance d'avoir un occultum, l'autel portatif et l'autel fixe restent le même. Quand on vit dans un appartement, on est plus dans l'autel portatif que l'autel fixe. Quand on est libre de nos mouvements, il est bien d'avoir les deux. Donc c'est vraiment personnel à ce niveau-là. L'autel est vraiment très personnel, donc la structure de l'autel pour la Wicca est vraiment bien précis, puisque à droite le dieu, à gauche la déesse, à droite tout ce qui est phallique, à gauche tout ce qui est vaginal, au milieu l'union des deux. Ça c'est important, mais en dehors de ça, le type de statue, le type de nappe d'autel, etc. est différent d'une personne à une autre et de ce qu'elle ressent pour la Wicca solitaire. La Wicca traditionnaliste, il est important de suivre certains protocoles. Alors tout le long de la vidéo, j'ai utilisé le terme de Wicca solitaire parce que en France, on a encore du mal à différencier la Wicca et la witchcraft. Ça a été difficile pour moi d'utiliser ce terme-là parce que pour moi, la Wicca c'est une initiation, c'est une tradition. Pratiquer par exemple Cunningham, ce n'est pas de la Wicca, c'est une forme de sorcellerie, de witchcraft, une forme de magie, de spiritualité qui est pareil que la Wicca, mais qui n'est pas la Wicca. Par exemple, le protestantisme, c'est pareil que le catholicisme, mais ce n'est pas le catholicisme. L'anglicanisme n'est pas pareil que l'islam, alors qu'il se base sur le même principe, entre parenthèses, spirituel. Le bouddhisme, c'est pas pareil que l'hindouisme, et pourtant ils ont certaines bases communes. C'est ça l'idée, c'est que
le bouddhisme, par exemple, chinois est différent du bouddhisme hindou, qui est différent du bouddhisme mongol ou du bouddhisme japonais. Le catholicisme étant différent de l'anglicanisme, qui est différent du protestantisme, qui est différent des témoins de Jéhovah, qui est différent... Et pourtant, c'est la même base. C'est ça que je veux dire. La Wicca est différent de Cunningham. Et Cunningham représente une forme de magie très puissante, particulièrement puissante, très efficace, qui a lui-même appelé ça Wicca, mais techniquement ne l'est pas d'un point de vue étymologique. Sauf qu'en France, c'est un peu plus complexe. Les Anglais utilisent le terme de witchcraft, de Wicca, ou bien différencier avec les termes éclectiques, pour parler de ceux qui ont lu Cunningham ou autres, et de Wicca pour les autres. Toff, de la pierre sorcière, a trouvé la différence. Wicca, un seul C pour les traditionalistes, Wicca, 2 C pour les non-traditionalistes, donc Cunningham et compagnie. Problématique, c'est qu'il y a d'autres traditions qui ne sont pas, enfin qui ont la même branche mais qui ne sont pas reconnues, possèdent le terme de Wicca avec un seul C. Donc c'est vraiment très complexe. Donc j'ai utilisé ce terme-là pour vraiment, parce qu'on m'a plusieurs fois critiqué violemment, même des fois, sur le fait que je fasse la différence, mais je respecte totalement et entièrement ceux qui pratiquent Cunningham par exemple, mais j'ai du mal à accepter l'idée que nous mélangeons des termes qui ne vont pas ensemble. Donc voilà, c'était pour dire la petite chose. Donc l'autel en lui-même est personnel, à part si vous faites partie d'une tradition. Là, il faut suivre un plan particulier. Sachez que l'autel doit être en bois, en peu importe la matière, idéalement sans fer dedans, mais bon, si vous pouvez pas, c'est pas grave. Et la forme, elle est vraiment différente. Ça peut être un carré, un triangle, un rectangle, un cercle, ça peut être un autel à plusieurs étages. J'ai vu certains le faire, c'est avec l'idée d'un autel fixe contre le mur et des étagères au-dessus pour continuer l'autel. C'est super, je trouve ça super magnifique. Donc c'est vraiment au choix personnel. Donc je vais vous mettre le plan d'un autel juste après ça. Et il est important aussi de se rappeler que l'autel est quelque chose qui est en lien avec nous, avec notre tradition, avec nos ancêtres. Donc il est important que celui-ci soit un peu le point central de notre culte, du moins dans la Wicca large. Je vais mettre des parenthèses sur le terme large. Alors, il est important aussi de retenir l'idée, le petit rappel au niveau des mesures. Beaucoup de textes, vous allez lire, ça va être des mesures en pouces ou en pieds, ce qui est tout à fait normal puisque la Wicca est essentiellement anglaise et les Anglais n'ont pas accepté le système métrique, comme les Américains. Donc de ce fait, ils sont encore au pouce et au pied, et donc il est souvent galère à trouver l'équilibre qui va avec. Donc de ce fait, je vais vous donner la traduction en fait des pouces et des pieds. Un pouce, ça vaut 2,54 cm. Un pied, ça vaut 30,48 cm. Donc on sort les calculettes. Donc quand on vous demande un cercle de 9 pieds, on vous demande en fait un cercle qui mesure 274,32 cm. Donc ça fait 2,74 m. Donc généralement on résume par 3 mètres de diamètre. Donc le diamètre c'est... voilà. Donc 3 mètres de diamètre. C'est pour ça que l'occultum doit être assez grand pour pouvoir tenir un cercle de 3 mètres de diamètre. C'est la tradition, c'est ainsi, on ne peut rien faire contre, à part, voilà. Après quand on pratique en solitaire, on peut adapter le cercle selon l'environnement puisqu'on n'est pas plusieurs dans celui-ci. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, elle dure à peu près une heure, un peu plus d'une heure je crois même, donc je suis désolé du temps que ça a pris, mais c'est vraiment très long parce qu'il faut vraiment voir chaque outil et expliquer leur contexte et leur utilité.
il me restait encore quelques pages à vous parler, donc on verra ça plutôt dans un autre chapitre. Le prochain chapitre sera un peu un résumé de chaque outil, du moins du moins pas un résumé mais une explication. Si on m'a posé des questions, j'ajouterai mes petites notes dessus. Et je vais parler de certains outils que je n'ai pas vus avec vous, par exemple la représentation des divinités, ou bien les onguents, par exemple, qui est très important, les bijoux, ça aussi, on en parle très peu, mais c'est important, les différents casques, les différents masques, et aussi sur le nom de sorcière, et un petit conte que tout le monde doit connaître sur alors, la version française, bien sûr, ça serait mieux. Le nain Tracassin. Donc c'est un conte qui parle sur le nom sorcière, donc il est intéressant de l'étudier. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, en espérant que vous n'êtes pas trop ennuyés. Et je suis désolé, la prochaine fois je ferai quelque chose de beaucoup plus court. Bon, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans nos prochaines vidéos.